Good morning, everybody. Welcome. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à ce forum 2017 de l'OCDE. Et on va lancer la séance Dépasser les clivages, Bridging Divides. Alors, pendant que vous prenez place, je vais simplement rappeler quelques principes. Vous pouvez tout à fait participer à la séance via Weassembly et Twitter. Si vous l'avez déjà fait pendant la séance d'ouverture, vous savez comment ça marche. Et si vous ne savez pas comment ça marche, je vous l'explique. Vous devez vous connecter au hotspot OCDE. Ensuite, vous allez sur l'onglet Weassembly. Il y a des petites cartes postales sur vos chaises qui vous expliquent la procédure. Et vous pouvez aller chercher ces cartes en fond de salle également. Vous pouvez donc en profiter maintenant, puisqu'on est en train d'attendre que tout le monde prenne place. Nous sommes dans l'amphithéâtre 1, donc je vous demanderai de vous connecter pour vos commentaires sur OCDE 1 également, dans Weassembly. Donc vous pouvez aussi utiliser le hashtag OCD Forum 1 donc, pour tweeter, afin que vos tweets et commentaires soient inscrits à l'écran et sur ma tablette. Vous pouvez poser des questions, apporter des commentaires et voter pendant les séances des panels. Ça enrichit le débat. N'hésitez pas donc à participer. Et je vais maintenant lancer la séance avec la question suivante. Je vais donc poser la question et je vous laisse un instant pour voter. Qui est le mieux placé pour combler les clivages de plus en plus importants dans nos sociétés? Les gouvernements, le monde des affaires, la société civile, les syndicats ou les représentants des médias? Je répète la question. Qui est le mieux placé pour combler les clivages croissants qui existent aujourd'hui dans la société? Alors, pendant que vous répondez à la question, je vais simplement me présenter. Je suis Alexandra Valcolina. Je suis rédactrice d'affaires à la chaîne de télévision Euronews. Please vote, and I'm gonna also tell you that we are going. Je vous laisse donc voter et puis je vous informe également qu'on reposera cette même question à la fin de la séance pour voir s'il y a un changement d'opinion ou au contraire si vous restez sur vos positions. Voici les résultats. Les gouvernements en première place, ça fait 46%. Ensuite, la société civile avec 34%. Le milieu des affaires, 14%. Les médias, 4%. Et les syndicats, 2%. Je suis ravie de vous présenter les orateurs aujourd'hui. Sharon Barrows, qui est secrétaire générale du CSI, Confédération des syndicats internationaux. Michel Landel, PDG et membre du conseil d'administration, président du comité exécutif de Sodexo. Chris Lehane, qui est en charge des affaires publiques et de la politique internationale à Airbnb. Et Salil Shetty, secrétaire général d'Amnesty International. Et je vous dirais que, pour commencer, qu'il est important que vous participiez à cette séance particulièrement. Est-ce qu'on peut remettre les questions à l'écran, s'il vous plaît? Bon, je vais simplement la relire. Qui est le mieux placé pour combler les clivages croissants dans notre société? Les gouvernements, oui, je vous donne les micros. Oui, ben moi je dirais tous, en fait, tous ceux que vous avez listés, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'inégalité est créée
exprès, ce n'est pas quelque chose d'inévitable. Et il y a une érosion de la confiance parce que les citoyens savent que les gouvernements n'ont pas les leviers du pouvoir, ils ne font pas confiance à l'establishment politique, ils considèrent que le 1% des plus nantis, ce qui comprend les grandes multinationales, ont contrôlent et gèrent le pouvoir en pensant à leur propre intérêt. Alors pourquoi il y a tant de manque de confiance aujourd'hui? Eh bien, 73% dans de nombreux pays affirment qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Près de 50% considèrent que leurs enfants n'auront pas de travail décent. Et lorsque 85% affirment que le pouvoir ne réside plus dans les gouvernements, que c'est contrôlé par des intérêts privés, ils veulent réécrire cette histoire. 80% affirment aujourd'hui que le salaire minimal n'est pas suffisant pour vivre. Et dans ce contexte-là, on peut affirmer que le monde n'est plus construit pour les gens, mais pour ses intérêts particuliers. Il faudra donc changer la donne. On a déjà une question. Les syndicats donc on a 2% pour la réponse concernant la question qu'on a posée. Mais oui, non, mais ça c'est parce que nous, on est les gentils, on a besoin de changer les méchants. Évidemment, je blague. Mais réellement, en fait, si on regarde le déclin des négociations collectives, encore une fois, si on examine les politiques structurelles et toutes les retombées que ça devait avoir, les personnes qui sont les plus endommagées sont les travailleurs. Et il est évident que dans cette équation-là, si les gouvernements effectuaient bien leur travail, ce serait eux qui auraient les leviers du pouvoir. En fait, la réalité, c'est qu'il y a un vrai décalage, déséquilibre qu'il faut redresser. Oui, je vous donne le micro, Monsieur Salih-Chetin. Pour vous, qui est le mieux placé pour combler ces clivages, justement? C'est une question très facile à poser et très difficile à répondre. Je pense qu'il y a vraiment des divisions très importantes dans nos sociétés. Tout le monde a son analyse du pourquoi. Et à moins de partager l'analyse sur les raisons de ces divisions dans la société, je pense qu'il va être difficile d'apporter une réponse unifiée. Qui devrait être tenu responsable? Eh bien, ça devrait être au gouvernement. C'est au gouvernement d'essayer de combler ces clivages. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ah ben là, ça nous amène dans le domaine de Sharon et les sujets qu'elle a pointés. Je pense que la façon dont nos gouvernements sont mis en place n'augmente pas la confiance des citoyens. La société est divisée selon des lignes de pouvoir. Le système démocratico-électoraliste sur lequel on s'est fondé pendant des décennies ne nous permet pas d'appliquer la redevabilité des gouvernements. On ne peut pas non plus voir une bonne répartition de l'équitabilité. Et ce sont les plus faibles qui sont le plus touchés. Donc pour moi, la redevabilité appartient au gouvernement. C'est à eux d'agir. Merci, Chris Lehane. Merci. Je suis ravie d'être ici dans ce panel aujourd'hui et merci à tout le monde d'être ici présent. En écoutant le secrétaire général tout à l'heure, je me suis dit qu'il avait des commentaires très à propos. On a le 9 juin, le 60e anniversaire du Fonds Marshall, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que l'histoire nous donne des leçons à tirer par rapport aux défis d'aujourd'hui. Alors, c'était une question à choix multiples.
Non, je me souviens, moi j'aurais dit que tous sont quelque peu responsables à titre égal, mais on n'avait pas le choix avec cette question, il fallait choisir une réponse. Donc, moi j'ai décidé d'opter pour ma réponse pour la société civile. Alors tout d'abord, un point de vue un peu tech, je considère qu'il y a des entités qui sont à l'avant-garde par rapport aux questions de société. Je pense que les entreprises technologiques le démontrent. Dans ce contexte-là, je considère qu'il nous appartient à tous, surtout ceux d'entre nous qui travaillons dans ces domaines, de s'atteler à ces questions. Mais je pense qu'un des défis aujourd'hui, que ce soit de la classe moyenne aux États-Unis ou des familles travailleuses ici, que les avantages, les retombées ne se sont pas fait sentir pour ces classes-là au cours des 30 années écoulées. Les systèmes démocrates, les processus démocratiques essayent de s'atteler à ces questions d'inégalité, mais au cours des 20 à 30 dernières années, les classes moyennes ont entendu de nombreuses promesses, mais très peu d'avancées sur le terrain. Pour moi, c'est une question aussi d'emploi, de salaire. Ce qu'a fait la technologie, c'est accroître la productivité. Ça a donc créé des opportunités énormes pour certains segments de la société. Cependant, ces évolutions n'ont pas été accompagnées par des évolutions de salaire. Donc, il y a une stagnation de salaire pour des millions de personnes. Et ça a aussi nourri la perception que les systèmes démocratiques ne servent pas les citoyens aussi bien qu'ils le pourraient. Et là, ça ouvre à la question plus large de la confiance dans le système démocratique sur lequel est fondé ces systèmes. Alors moi, je suis fan d'histoire, j'ai étudié l'histoire à l'université, et donc généralement, je me tourne vers des chapitres historiques. Si on revient au grec ancien ou à Périclès, par exemple, il y avait ce concept en Grèce antique qui était la philoxénie, qui est l'antithèse de la xénophobie. La philoxénie, c'était un concept de la cité selon lequel il fallait 3 pieds à un tabouret pour qu'il fonctionne. Il fallait une économie florissante, il fallait des institutions stables qui inspiraient la confiance de la population et il fallait une forte société civile. C'est l'autre pied du tabouret. Et pour avoir une société civile robuste, il fallait que celle-ci s'ouvre à des personnes de différentes cultures, de différents endroits. Donc pour moi, de toute façon, on en revient à la question de la communauté qui peut commencer à se saisir des leviers du pouvoir et prendre des mesures concrètes. C'est pour ça que j'ai répondu société civile à cette question. Et puis j'ai commencé par dire que je considérais qu'il y avait des décalages, la technologie qui avance plus vite que les questions d'opinion publique, par exemple. Je pense que les solutions se situent aussi au niveau de la technologie, au niveau de plateformes technologiques comme Airbnb que je représente. Et ça, c'est un système organisationnel qui est complètement différent, qui n'est pas du tout hiérarchique, qui n'est pas centralisé, mais qui est fondé au contraire sur une communauté rhizomique. Et nous, on rassemble 100 millions de personnes dans nos plateformes. Donc, dans ce contexte-là, je pense que la technologie offre la possibilité de pouvoir s'atteler à ces défis sociétaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Merci. Michel Landel, quelle est votre réponse à cette question? Est-ce que vous souhaitez que je répète la question ou les réponses, en tout cas, les gouvernements, le milieu des affaires, la société civile, les syndicats et les représentants des médias? Bonjour, mais merci, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Moi, je dirais que tous y participent. Et d'ailleurs, je suis convaincue qu'il appartient à tous ces représentants de réfléchir aux personnes qui constituent le monde dans lequel nous vivons. Et le monde irait beaucoup mieux si on plaçait les personnes au centre de nos réflexions. Et dans ce contexte-là, je considère que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, qu'on parle de PME ou d'organisations plus importantes, qu'on parle de petites entreprises locales ou grandes entreprises mondiales.
dans le cadre de Sodexo, on est le 10e plus employeur du monde. On est implanté dans 80 pays. On crée de l'emploi. On essaye de créer des emplois durables. Et généralement, on emploie à des fins de mobilité sociale. On permet à des personnes de se qualifier en travaillant. On essaye d'accroître leur employabilité. Donc, on travaille sur la formation pour leur permettre de pouvoir répondre aux besoins qui se feront ressentir dans le milieu du travail à l'avenir. Encore une fois, l'équation entreprise, c'est les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Donc, il faut essayer d'apporter une valeur et de respecter ces différents groupes. Et si on arrive à le faire, on pourra arriver à un monde meilleur. Les entreprises travaillent aussi à la mise en place de meilleures politiques, par exemple sur le plan environnemental. Lorsqu'on réfléchit à la signature l'année dernière à la COP21 de Paris, on voit qu'il y a toute une série d'entreprises qui souhaitent se saisir de ces questions pour pouvoir trouver des moyens de protéger notre planète. Dans ce contexte-là, les sociétés privées ont un rôle extrêmement important à jouer. Mais c'est vrai également pour les gouvernements, c'est vrai également pour les membres de la société civile, c'est vrai pour toutes les parties prenantes dans cette équation. En tant qu'employeur de haut niveau, il faut que nous assurions que les emplois qu'on offre soient des emplois dignes de ce nom et durables. Merci beaucoup. Après, on a une autre question. On a aussi donc ce score faible pour les syndicats. Alors, comme les médias, d'ailleurs, c'est plutôt moi qui serais visé par cela, puisque je représente les médias. Alors, pourquoi il y a moins de confiance aussi dans les médias aujourd'hui? Je pense que les médias les gens n'ont plus confiance en les messages promulgués par les médias. Lorsqu'on essaye de défendre le statu quo par tous les moyens, eh bien, ça engendre une méfiance vis-à-vis de tous. On voit que on a une recrudescence de protectionnisme parce qu'il y a moins de confiance dans l'économie mondialisée. Pourquoi les gens ont peur de perdre leurs emplois? Ils se retrouvent dans la peur du changement climatique, du terrorisme. Ils sont incertains par rapport à l'avenir de leurs enfants. Donc, si on n'y fait rien, sur le point de vue du travail notamment, en fait, la solution est assez simple. Il faut une protection sociale universelle. Il faut se rappeler que 70 personnes au monde n'ont pas de protection sociale. Si on a un salaire minimum sur lequel on peut subvenir à ses besoins, et si on instaure aussi le droit à la négociation collective au niveau mondial et local avec des entreprises comme Sodexo par exemple, il y a des gens dans toutes les chaînes d'approvisionnement, peut-être pas à Sodexo, mais dans toute une série d'emplois, il y a des gens qui n'ont pas de contrat, qui ont des contrats à 0 heure, qui ont peur de se syndiquer parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et c'est créé par un sentiment anti-syndicat, anti-syndicalisation promulgué par les multinationales. Il faut qu'on travaille ensemble. On peut arriver à un monde zéro carbone, zéro pauvreté d'ici à 2050 si on le choisit. Et c'est précisément pour cela qu'il faut choisir de travailler ensemble. Mais si c'est l'intérêt du 1% qui est respecté, eh bien, les gens ne sont pas idiots, ils ne vont pas croire à ces promesses. Ils cherchent vraiment une voie alternative qui puisse les aider. Mais bon, si on regarde les événements de la semaine dernière, moi, ce que j'ai vu, c'est que lorsque Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord sur le climat, c'était les représentants du monde des affaires, les représentants de la société civile qui se sont rassemblés, qui se sont dit nous, on va le faire quand même. Un avenir durable
ça n'est pas une option. Il faut de toute manière qu'on travaille ensemble malgré les gouvernements qui ne souhaitent pas le faire. Il faut qu'on travaille avec les gouvernements qui souhaitent travailler ensemble. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on a entendue au cours des 2 semaines écoulées. Merci. Merci, oui, juste rajouter quelque chose. Moi, je pense que la façon dont on a vu les réponses, c'était peut-être lié à la façon dont la question était posée. Généralement, les médias ne sont pas considérés comme étant une réponse qui puisse être apportée à un problème de société. C'est plutôt eux qui couvrent ce qui se passe dans le monde. Le quatrième État, c'est bien ça. Pour pouvoir avoir une démocratie bien robuste, il faut aussi intégrer les médias. Et je pense que là, on est en train de passer par un processus de fragmentation, d'hétérogénéité des médias. Les gens peuvent sélectionner leurs sources d'information. Et puis, selon où on se trouve dans le monde, les médias n'ont plus ce rôle d'arbitre, en quelque sorte, entre la vérité, les faits et les rumeurs. Bon, ça, c'est encore une fois un défi aujourd'hui en tant que démocratie. On ne peut pas dire qu'on est démocratique sans ce quatrième État fort. Et la façon dont les flux d'informations sont gérés aujourd'hui ont rendu cette tâche beaucoup plus difficile. Je pense qu'on va néanmoins apporter une résolution à ces problèmes. Et je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure aussi. Je considère qu'il y a énormément de pouvoir dans la façon de s'organiser sur un plan communautaire. Et puis on voit aussi ces communautés en réseau qui commencent à avoir plus de pouvoir dans le cadre de la notion de redevabilité. On aura plus de crowdsourcing, on aura plus de façons de transférer l'information entre différentes plateformes et on peut le voir notamment dans le cadre des informations aujourd'hui déjà parce que tout le monde peut devenir en quelque sorte son propre journaliste. Oui, mais moi j'aimerais y revenir à cette question-là aussi. J'espère que vous avez raison et je crois tout à fait dans le pouvoir des communautés, parce que nous aussi, on s'organise de manière collective. Je souhaite que cela soit une vérité, et on peut le voir à quelques égards. Mais pour moi, une des pires exportations de mon pays, c'est Rupert Murdoch, qui a dominé les médias dans mon pays. Et si on regarde les journaux, on voit qu'il y a la même ligne éditoriale sur la même orthodoxie, et c'est cela qui a renforcé la méfiance des citoyens à l'égard de ces organes. Alors oui, je considère que la fragmentation des médias, c'est une bonne chose, en un sens. Mais ce que cela fait aussi, l'impact que cela a sur nos journalistes, par exemple, qui étaient auparavant indépendants et qui faisaient leurs enquêtes, eux aussi sont fragmentés dans leur façon de faire leur travail. Ils sont sur des modes de contrat type pigiste et encore une fois, eux aussi doivent faire face à ces contrats à court terme, CDD. Et si vous regardez leurs salaires, ceux qui sont dans le domaine des contrats indépendants, eh bien, ils sont passés d'un salaire adéquat à un salaire où il est difficile de joindre les deux bouts. Et ce n'est pas ça comme avenir qu'on souhaite pour nos enfants. Donc, si on veut travailler un meilleur monde, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir des générations futures, que ce soit en termes de chaîne d'approvisionnement, que ce soit en termes des médias, que ce soit en termes d'emploi. Et personne ne raconte l'histoire du monde du travail. On a 60% de personnes qui se retrouvent dans une situation d'emploi informel, plus de 50% sur des contrats extrêmement courts, incertains. 40% sont donc dans cette économie informelle, sans état de droit. C'est une forme d'esclavagisme moderne. Et on retrouve ces types d'emplois dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais les grandes corporations vont se vanter des 300 000 ou 400 000 emplois qu'elles ont créés de par le monde. Alors, si vous m'en pointez n'importe laquelle, moi je peux vous montrer 1 ou 1,5 de milliers de personnes qui travaillent dans le secteur informel parce qu'on réécrit ces narratifs. Donc il faut vraiment qu'on change la donne à cet égard. Oui, moi j'allais dire que si on réfléchit aux divisions très importantes dans la société actuelle, dans les médias également, les gens ne croient plus en l'indépendance et l'impartialité des médias. Et c'est bien là la racine du problème.
Lorsqu'on regarde les enquêtes, on a de moins en moins de confiance dans les médias classiques, dans les médias sur les réseaux. Mais là, les réseaux sociaux, les médias ont pu aussi augmenter la confiance. Alors, les fake news sont utilisées à droite à gauche. Aujourd'hui, nous avons étudié une prison à Damas où 13 000 personnes avaient été exécutées par le régime d'Assad au cours de différentes années. Et Assad a affirmé que c'était une dépêche d'Amnesty qui était complètement fausse, que c'était une forme de fake news. Donc le fake news, c'est devenu le nouveau langage d'aujourd'hui. Mais ici, en fait, ce qu'on voit, par exemple aux Philippines ou en Hongrie ou en Turquie ou maintenant avec le Brexit et Trump, ce qu'on voit, c'est qu'on a des dirigeants qui sont en train d'entériner ces clivages. Donc oui, il y a des griefs légitimes, mais au lieu de résoudre ces problèmes, on se tourne vers une communauté et on la charge de la responsabilité, que ce soit les homosexuels, les musulmans, les LGBT. Et ça rapporte un bénéfice sur le plan politique à court terme. Et c'est dans ce contexte qu'on existe, et c'est dans ce contexte qu'il y a une érosion de la confiance dans les médias, par exemple. Mais si vous regardez, par exemple, au cours de l'année écoulée, les questions, la question de la divergence d'opinion, on a, oui, voilà, juste une question qui rebondit ici. Est-ce qu'on peut gérer les questions et les divisions aujourd'hui par une communication efficace de la population? Oui, je pense que les médias ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles essaient de faire dans ce contexte-là. En fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont attaqués sont les syndicalistes, les blogueurs, les journalistes, les écologistes. Ça peut être n'importe quel type de militantisme, en fait. Et dans ce contexte-là, on a une attaque très, très large portée à la société civile. On a 94 pays en 2016 où des militants d'une forme ou d'une autre ont été attaqués ou menacés. 22 pays où des personnes ont été tuées pour avoir élevé leur voix de manière totalement pacifique. Donc la question, elle va bien au-delà de combler les clivages. Il faut assurer la survie du désaccord, de la contestation et des libertés basiques. Je pense que il a été prouvé à de nombreuses reprises qu'un tweet aujourd'hui peut avoir plus de pouvoir qu'une arme. Et je pense que c'est la réalité. Plus d'informations a été créée au cours des 2 dernières années que pendant toute l'histoire jusque-là. Il y a des quantités d'informations qui sont disponibles à travers les médias sociaux par le pouvoir de la technologie qui donne à tout un chacun ce pouvoir-là. Il y a peut-être des fake news, cela soulève toute une série d'autres problèmes. Mais en fait, cela concerne moins le fait que les informations circulent et plus le fait que tout le monde fait une sélection de ceux qui sont prêts à croire. Donc nous sommes passés d'une période où ceux qui éditaient les nouvelles faisaient l'objet de confiance, on avait recours à leurs services. Cela n'existe plus. Chaque individu au sein de la société va à la recherche des informations qu'il ou elle souhaite lire, absorber, et il est difficile de déterminer sur le plan objectif quelle est la vérité, quelles sont les informations qui sont exactes, ce qui se passe vraiment. Et quand vous commencez à regarder comment les réseaux fonctionnent, le financement collectif, vous constatez qu'il y a un certain pouvoir des médias sociaux pour déterminer une vérité objective. Alors, Monsieur Landel, j'ai une question pour vous. Une question qui est plus floue, plus vaste, mais dans quelle mesure est-ce que la mondialisation est responsable de ces clivages, de l'absence de confiance? Dans quelle mesure est-ce que nous pourrions rejeter la faute à la mondialisation? Eh bien,
Je pense que la mondialisation est un fait, est une réalité. Le monde est interconnecté, la technologie est mondiale. Nous ne pouvons pas éviter la mondialisation. Et en fait, la mondialisation a apporté beaucoup qui est positif. Nous avons tendance à l'oublier. Plus d'1 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté grâce à la mondialisation. Mais quand je réfléchis au rôle des entreprises, c'est le monde que je connais le mieux. Je crois que pour être acceptées au sein de la société, les entreprises doivent s'assurer de ne pas se concentrer uniquement ou principalement sur leurs actionnaires. Bien évidemment, nous avons besoin d'actionnaires, mais nous avons besoin de clients et il faut comprendre ce que veulent ces clients. Mais avant tout, nous avons besoin d'individus, de personnes, parce qu'en fin de compte, les entreprises sont composées d'êtres humains. Les clients, les gens, les actionnaires doivent trouver dans les entreprises la valeur qu'ils recherchent. Et si nous ne plaçons pas l'être humain au centre de nos efforts, si nous ne considérons pas que c'est le bien-être de l'être humain qui est derrière les performances, nous allons échouer. À mon avis, toute organisation, toute entreprise doit être motivée par un sens déontologique très poussé, doit faire preuve d'authenticité. C'est quelque chose qui manque dans le monde d'aujourd'hui. En tant qu'entreprise, nous ne sommes pas parfaits. Parfois, nous réussissons, parfois nous faisons des erreurs. Mais ce qui est important pour nous, c'est de progresser, d'engager les gens. Et la question, c'est de savoir dans quel cadre de valeur nous œuvrons pour obtenir ces résultats. Et je pense qu'il faut placer l'être humain au centre de tout, avec tout le respect possible. Et nous avons perdu de vue ces choses-là, en quelque sorte, dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons tous une responsabilité de faire revenir la générosité. Nos citoyens ont besoin de générosité et nos entreprises peuvent jouer un grand rôle là-dedans. J'ai une autre question. Quelles politiques gouvernementales vous ont aidé par le passé à créer des emplois durables? La question affichée à l'écran. Je pense que le gouvernement a une très grande responsabilité dans le domaine de l'éducation. Nous avons une responsabilité également en matière d'éducation parce que nous sommes amenés à former nos gens constamment afin de les préparer pour leur prochain emploi, leur prochain poste. Je crois vraiment que dans mon travail, nous sommes une entreprise qui travaille dans le secteur des services, que nous devons former les gens. Nous recrutons, nous formons, et pour moi, l'éducation est centrale là-dedans. Les politiques en matière d'éducation devront probablement être réinventées. Quand je regarde autour de moi, partout dans le monde, je ne vois pas beaucoup de gouvernements qui parlent de l'influence de l'intelligence artificielle à l'avenir. Pour parler franchement, peut-être que ceci est un rêve. Il me semble que nous avons besoin de relier l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Il faut mettre l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine et pas le contraire. Je pense que c'est le type d'éducation que nous fournissons qui est essentiel là-dedans. Et nous avons besoin que les gens intelligents se penchent sur ces problèmes-là. Oui, je voudrais appuyer ces commentaires. Si les entreprises, les syndicats et les gouvernements travaillent la main dans la main avec la société civile, ensemble, nous pouvons réaliser ce nouveau monde, un monde généreux, respectueux des droits, un monde inclusif. Et je pense que les PDG qui ont dû mettre les bénéfices avant tout ont connu ce clivage, ce décalage par rapport
aux gens. Ce modèle-là, en fait, nous a fait en sorte que nous nous voyons. Et je pense qu'il faut repenser cela. Il faut se refonder sur les principes directeurs des Nations Unies, se concentrer sur l'humain. J'ai intégré la commission sur les objectifs du développement durable et ils ont parlé de l'importance de ce nouveau contrat social. C'est exactement sur cela que nous devrions travailler. Nous pouvons commencer par la déclaration de l'OCDE en matière des salaires. Si nous réfléchissons aux chaînes d'approvisionnement aux Philippines, en Indonésie, un des indicateurs de stress, c'est la question de savoir si une famille peut se payer les formules pour bébé. Un jour de salaire pour acheter la formule pour un enfant pendant une semaine. Si vous avez 2 enfants à nourrir, c'est 2 jours de salaire qui y sera consacré. Nous avons besoin que les grandes multinationales travaillent sur leur chaîne d'approvisionnement. Il faut faire les calculs. Il y a des choses que nous pouvons faire basées sur ces questions de droit, la générosité, le 100% humain, peu importe comment vous l'appelez, pour changer l'avenir. Je veux dire 2 choses au sujet du numérique, de la technologie. L'économie numérique représente l'avenir, mais il faut réparer les bases de la société d'aujourd'hui. Sinon, il y aura encore plus de clivage à l'avenir. Nous utilisons la technologie maintenant comme si nous y avions droit depuis la naissance. Mais en fait, 50% de la population mondiale n'a même pas accès à l'Internet aujourd'hui. Et quand vous regardez l'intelligence artificielle, ceux qui travaillent pour trouver ou qui cherchent un emploi par Internet, vous constaterez que nous avons besoin des mêmes choses. Nous avons besoin de protection sociale, un contrat social, un salaire minimum, le droit à la négociation collective basée dans la société civile, les entreprises, les syndicats, le droit de négocier un contrat équitable. Et nous avons besoin que tout le monde prend soin de tout le monde pour ne pas que nous adoptions une approche uniquement fondée sur les bénéfices des entreprises. Sinon, nous allons observer la force du négatif de la mondialisation. Nous voudrions un monde de mobilité où tout le monde est traité de façon égale et respecté, que l'on soit réfugié, immigré ou natif, mais il faut en fait restaurer la confiance et respecter l'être humain. J'écoutais Ángel Gurría ce matin et je pense que nous disons la même chose depuis 20 ans, 30 ans. J'assiste à des conférences internationales depuis une trentaine d'années. Nous parlons constamment de redistribution, d'équité, de croissance. Ce n'est rien de nouveau. La question n'est pas de savoir s'il y a une intelligence artificielle, oui ou non. La question essentielle, c'est s'il y a une intelligence, oui ou non. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, pour moi, c'est cela. Et c'est très bien de regarder ce qui se passe au niveau mondial, mais il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe sur le terrain. De quel niveau est-ce que vous parlez? Le niveau local? Oui, tout à fait. Le local, pour moi, est un bon point de départ. Si on commence par le local pour ensuite regarder vers le mondial, c'est prendre les choses dans le bon sens. Il ne faut pas procéder du haut vers le bas. Alors, quand nous regardons les intouchables, les groupes indigènes, les minorités ethniques, peu importe le groupe, si nous n'arrivons pas à surmonter ces questions de discrimination, nous allons nulle part. Et ensuite, il y a l'action publique qui est aveugle, les politiques qui créent activement l'exclusion. Donc, ce n'est pas la question n'est pas de savoir si la mondialisation est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il faut savoir ce que cela veut dire dans la pratique. Même une organisation comme
comme Amnesty International, les représentants de la société civile, a besoin de faire cet effort pour comprendre l'autre. Nous avons un peu tendance à parler aux autres personnes qui font la même chose que nous. Regardons Brexit, par exemple. Le référendum au Royaume-Uni, à peu près la moitié de la population a voté pour quitter l'Union européenne. Mais quand je demande autour de moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a voté pour quitter l'Union européenne? En fait, la réponse est non. La moitié de la population a voté ainsi, mais nous ne les connaissons pas parce que nous avons tendance à rester entre nous, à parler aux prêchés, aux convertis. Et donc, c'est un grand défi pour nous que de surmonter ces tendances. Vous pensez que c'est très important d'aller parler à ceux qui ont voté pour quitter l'Union européenne pour mieux comprendre leurs besoins, leurs pensées? Eh bien, je dis qu'il faut comprendre les questions. Je ne prône pas le besoin de compromettre nos valeurs profondes. Non, mais il faut essayer de comprendre. À ce moment-là, pendant le référendum Brexit, nous avions vu une situation où les partis politiques classiques ont commencé à avancer des arguments inhabituels. En fait, il faut écouter à ces moments-là. Il faut essayer de cerner les problèmes, de les comprendre. Eh bien, est-ce que vous pensez que nous sommes prêts à écouter et à comprendre au niveau local, régional, mondial? Eh bien, nous avons observé ces événements majeurs et c'est un peu comme si nous étions pris au dépourvu, que nous ne savions pas qu'il y avait ce type de problème. Oui, cela me fait penser à ce que nous disions tout à l'heure. Je pense que nous sommes bel et bien dans l'ère numérique. Les 5 ou 6 entreprises les plus grandes dans le monde sont des entreprises en réseau numérique qui utilisent la technologie. Alors, pour la première fois, nous sommes face à une situation où tout un chacun peut se connecter à Internet partout. Cela veut dire que nous avons besoin de nouvelles approches pour atteindre les objectifs que nous voudrions nous fixer. Le contrat social dont vous parlez, le monde change. Comment aligner ces changements sur cette idée du contrat social? Je vais citer 2 exemples qui nous sont pertinents chez nous, chez Airbnb. Aux États-Unis, nous nous concentrons essentiellement sur la classe moyenne. Pour la classe moyenne, l'achat du logement est leur plus grande dépense. Oui, c'est un peu pareil partout. Mais en fait, il y a peut-être plus d'un million de personnes qui, pour fêter le Saint-Sylvestre, passent la nuit chez quelqu'un d'autre, pas dans leur propre maison. Eh bien, cela implique quelque chose d'assez profond au sujet de la société, ce que cela implique en matière de sécurité, ce que vous faites avec votre maison quand vous la quittez pour passer la nuit ailleurs. Mais il y a de grandes quantités d'argent impliquées dans tout cela. Alors, je suis quelqu'un qui, avant de rejoindre Airbnb, a été très actif dans le monde syndical aux États-Unis. L'une des choses que nous avons mis en place aux États-Unis sur la plateforme Airbnb, c'est une norme locale des salaires pour les travailleurs domestiques qui font le ménage dans ces maisons. Nous affichons une pastille sur la publicité de ceux qui ont mis leur logement sur Airbnb le jour du travail pour indiquer qu'ils respectent cette norme. Et ce que nous constatons à travers notre réseau, c'est que les personnes qui passent la nuit ailleurs sélectionnent activement les hôtes qui payent ce salaire minimum aux travailleurs domestiques. Et en fait, cela œuvre pour améliorer la situation de la société. Je ne dis pas que c'est la grande solution, je dis simplement qu'il faut adopter une approche créatrice pour essayer de faire respecter ces besoins fondamentaux de l'être humain que nous évoquons. Oui, en fait, ce qui fonctionne dans ce cas-là, c'est le dialogue. Nous savons qu'aux États-Unis, Airbnb parle avec les syndicats. C'est la même chose avec Care.com. Il y a ces dialogues. Mais en fait, ce sont nos conversations. Il n'y a pas de mal. Le fait, c'est que les gouvernements n'engagent pas ces dialogues.
Quoi, il n'y a pas de dialogue entre ces entreprises et le gouvernement? Non, aucun. Aucun dialogue sur le sujet de savoir comment gérer l'avenir dans un monde numérique. Nous avons eu des accords assez publics avec Travis, le PDG de Uber. Je lui dis, eh bien, les gens s'inquiètent au sujet de la technologie. Ils s'inquiètent pour leur poste, pour leur salaire dans un monde numérique. Pour moi, il y a des questions d'ordre déontologique associées au monde numérique et à la technologie, mais ce sont des questions pour toute la société. Ça, c'est autre chose. Mais regardez ce qui définit une entreprise. S'il n'y a pas quelque chose imposé d'en haut par le gouvernement, une espèce de responsabilité sociale, les entreprises ne vont pas respecter cela. Avec Airbnb, c'est une longue tradition qui est optimisée. Des gens qui manquaient de moyens depuis très longtemps ont proposé une chambre dans leur maison pour gagner un peu plus sur le côté. Mais il faut le structurer, il faut que ce soit une activité imposée, il faut que tout un chacun se comporte en bon citoyen et cela inclut les entreprises aussi. Un manque de dialogue sur ce sujet, un dialogue auquel participe le gouvernement, nuit à ces mouvements et cela provoque des clivages au sein des communautés. Nous le savons, nous sommes allés parler avec ces gens-là. Et je peux vous dire ce qui génère les craintes au sein de la société. C'est cette peur par rapport au nouveau monde, la crainte de perdre son emploi, la peur pour sa famille. Et il y a ce sentiment au sein de la société que la vie devient de plus en plus précaire. Et donc, il faut engager ce dialogue pour savoir ce qui fera la différence. Sans une telle conversation, ce manque de confiance s'aggravera. Oui, quand nous parlons des inégalités et des clivages, nous nous concentrons souvent sur les inégalités de revenus. Mais une raison clé qui explique ces inégalités, c'est que la voix des différents groupes au sein de la société n'est pas entendue de façon égale. Et cela a des implications par rapport à l'action du gouvernement. Si vous n'arrivez pas à faire entendre votre voix, vous n'arrivez pas à responsabiliser le gouvernement. Et donc, il faut regarder toutes ces questions. Traditionnellement, qui a accès à la justice, qui a recours. Il est impossible d'imposer le respect des droits de l'homme si nous n'avons pas une égalité de traitement au sein de la société. Si nous ne savons pas que faire, je pense que pour moi, le mieux, c'est de commencer à agir. Il ne faut pas simplement en parler, il faut commencer à faire quelque chose. Une question que j'affiche à l'écran, comment encourager plus de jeunes gens intelligents pour qu'ils influent sur le monde, qu'ils aient un impact là où les gouvernements ne les emploient pas, ne leur donnent pas du travail. Et c'est peut-être une question à part. Eh bien, encore une fois, nous employons beaucoup de monde, beaucoup de jeunes en plus. En tant qu'entreprise, je pense que nous devons proposer aux gens un avenir pour donner du sens à ce qu'ils font. Les entreprises qui ont un vrai objectif, qui ont une déontologie, qui ont de vraies valeurs, ont plus de possibilités de retenir leur personnel et de les motiver. Une des choses que nous pouvons faire en tant que grandes entreprises, c'est d'agir de façon très concrète. Je peux vous citer un exemple de ce que nous avons fait pour promouvoir l'emploi dans les pays en développement à travers notre programme de chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte-là, nous avons dépensé 1 milliard d'euros en FY16 pour promouvoir les PME dans l'exercice 2016. Et ces PME
emploie beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, et c'est quelque chose qui motive les gens. Cela donne un sens à ce que nous faisons. L'autre chose que nous devons faire, c'est encore une fois en agissant concrètement, de construire une entreprise qui peut représenter la société. Quand vous pensez par exemple à l'égalité homme-femme, une entreprise peut jouer un très grand rôle là-dedans. Une des causes d'inégalité au sein de la société, c'est la violence liée à l'inégalité homme-femme. Quand nous engageons tout le monde dans des actions pour contrer ces tendances, c'est quelque chose qui peut avoir un impact très positif. Nous avons beaucoup d'outils pour agir, mais il faut agir de façon concrète. Et quand vous parlez des jeunes, j'ai parlé de la répression partout dans le monde. Cela est associé à un autre phénomène très intéressant partout dans le monde. Je pense que d'un point de vue historique, il n'y a pas eu de grandes manifestations publiques dans la même mesure que dernièrement. Souvent, il s'agit des jeunes qui se manifestent contre le chômage, mais c'est un symptôme du fait que la société générale ne leur propose pas de solution. Donc, les gens descendent dans la rue pour se manifester. Mais en fait, il est assez facile de quitter ce genre de conférence, ce genre de débat avec un sentiment de découragement profond. Mais il faut rester positif. En Pologne, par exemple, il y avait eu cette tentative du gouvernement d'éliminer les droits reproductifs pour les femmes. Et il y a eu de grandes manifestations, un grand mouvement social qui a réussi à faire reculer le gouvernement. Alors, il y a d'autres exemples. Nous avons vu un exemple au CDAO, quelqu'un qui refusait la violence, qui s'est érigé en exemple et la société a suivi. Regardez ce qui se passe en Colombie également. La Colombie qui maintenant est dans une période de transition d'instauration de la paix. Et pour moi, c'est là le pouvoir qui est le nôtre. Alors, vous dites qu'il y avait plus de manifestations de grande envergure l'année dernière que par le passé. Est-ce que vous pensez que les populations se sentaient moins satisfaites que à n'importe quel autre moment de l'histoire, ou est-ce que c'était plutôt un sentiment de pouvoir, de possibilité qui les a fait descendre dans la rue? Oui, eh bien, il y a beaucoup de facteurs. C'est vrai que les populations se sentent plus autonomisées, mieux informées, ça c'est vrai, mais il y a aussi ce sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de choix, pas d'autres options que si nous essayons de contacter nos leaders pour demander des changements, il n'y a pas de réponse. Alors, en Afrique, en Asie, nous avons vu des manifestations, c'est du jamais vu, les enseignants qui descendent dans la rue, par exemple. Des choses très intéressantes qui se sont produites l'année dernière. Oui, je dois dire que une des choses qui me rend très optimiste par rapport à l'avenir, c'est cette nouvelle génération. Airbnb, par exemple, nous voyons que il y a énormément de gens qui se déplacent. Il y a beaucoup de femmes aussi. Je suis numéro 29 parmi les personnes les plus âgées au sein de l'entreprise. C'est pour dire combien c'est une entreprise jeune. Alors, quand nous regardons les résultats de nos enquêtes, la jeune génération du millénaire est très inspirée par un sentiment de mission. C'est une génération qui valorise l'expérience vécue.
estime pour la grande majorité qu'il faut évaluer la question de savoir si une entreprise est bonne ou mauvaise pour la société avant d'accepter d'acheter son produit. Et c'est la génération qui va déterminer qui est élu, représentera la majorité chez les consommateurs, déterminera quelles entreprises réussissent et quelles entreprises échouent. C'est une génération qui est très unie par rapport à ses valeurs partout dans le monde. Donc je pense que cela nous donne une perspective positive pour l'avenir. Aux États-Unis, il y a 50 États. 49 des 50 États ont voté pour Hillary Clinton lors de la dernière élection, si vous regardez les chiffres absolus. Eh bien, mais il y a le reste de la population, pas simplement la génération du millénaire. Oui, tout à fait, mais vous avez posé la question de savoir comment aborder cette nouvelle génération. Pour moi, c'est une génération incroyable qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Nous avons parlé beaucoup des défis au cours de cette séance, mais je pense que cette génération-là est à même de surmonter ces défis. C'est une génération qui a une vision mondiale, qui partage les mêmes valeurs partout dans le monde. Et c'est la génération qui commence à se faire ou faire sentir sa présence maintenant. Oui, mais il y avait les grands-mères qui sont descendues dans la rue au Venezuela la semaine dernière. Ce n'est pas simplement la jeunesse qui est concernée. Oui, tout à fait, mais je vais parler de la jeunesse. Je suis d'accord avec Chris Lehane, mais il y a aussi de grands clivages aussi. Là où la génération est unie, oui, ces valeurs sont partagées, mais il y a aussi une étude qui montre que 30% de la génération du millénaire ne croient pas que la démocratie a été une bonne chose pour eux. Alors, si l'on s'inquiète de l'avenir de la démocratie, eh bien, il va falloir engager cette partie-là de la population. La Tunisie est le symbole de l'importance de la jeune génération. En Tunisie, les gens sont descendus dans la rue puisque les jeunes n'arrivaient pas à trouver un emploi. Et qu'en était le résultat? Une révolution. Ils ont élaboré une constitution qui est parmi les plus robustes du monde. Mais que s'est-il passé? Le FMI et autres sont arrivés avec leurs mesures d'austérité et cela a eu pour résultat l'agitation de la jeune génération qui est toujours dans l'impossibilité de se trouver un emploi. Et donc, il y a une deuxième révolution qui se fomente. Nous avons besoin de solidarité entre générations. Et cela me fait revenir à la question d'avant. Quels sont les pays qui créent l'emploi? Si vous regardez l'économie miracle de notre époque, pour moi, c'est la Suède. Il y avait un taux de chômage de 23%, un pays riche en Europe il y a 7 ans. Mais la Suède a dépensé à peu près 2% de leur PIB, 1% sur les infrastructures, 1% sur l'intégration des réfugiés, et cela a généré des emplois. Ils ont maintenant un excédent, un taux de croissance de 2%, et le chômage des jeunes est tombé à 6%. Donc il est possible de trouver les réponses, mais il faut investir, il faut créer les emplois et il faut stopper la génération des clivages par nos gouvernements et nos institutions. Donc, pour moi, il faut vraiment soutenir les parents qui essayent de faire vivre leur famille. Est-ce que vous êtes prête à licencier les mères et les pères qui soutiennent leur famille pour employer les jeunes? Pour moi, non, ce n'est pas la solution. Il faut travailler pour créer des postes d'apprentis, mais est-ce que nous pouvons faire en sorte que les gouvernements travaillent avec les syndicats? Très difficile de le faire. Pour nous, la bonne nouvelle, c'est que des 75% de la population mondiale qui reconnaissent le rôle critique des syndicats au sein de leur communauté, les jeunes représentent la majorité. Donc je suis optimiste aussi, mais il faut engager tous ces gens-là. Je voulais juste défendre légèrement Airbnb. Je crois que c'est vrai, en effet, qu'il faut regarder le rôle, lorsque on regarde ces questions, le rôle des contrats commerciaux et de ce qui permet de créer une entreprise. Est-ce que l'entreprise est déposée, immatriculée, etc. En fait, on nous dit
que ça vole de l'emploi aux hôtels et que les gens utilisent Airbnb pour compléter leurs revenus. En effet, ça vous démontre que les salaires sont trop bas et qu'on ne devrait pas avoir besoin de compléter ces revenus comme c'est le cas actuellement, le fait de louer sa maison tout simplement parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Mais d'un autre côté, si on travaille ensemble pour veiller à ce que les hôtels n'externalisent pas leurs responsabilités en termes d'emploi et que les conditions de ces emplois pour le personnel de ménage, entre autres, est suffisant ou sont suffisantes, que ces conditions d'emploi sont bonnes, et bien à ce moment-là, et qu'il y a syndicalisation, le cas échéant, bien à ce moment-là, on pourra travailler avec Airbnb. Il s'agit de combler les lacunes en termes de qualité d'emploi et pas juste de dire que ces emplois-là sont des emplois qu'on ne pourrait pas accepter. Est-ce que vous souhaitez réagir, Monsieur Sander, parce que je vous ai vu, Monsieur Landel, pardon. Écoutez, je crois que ce qui compte pour les jeunes, c'est d'avoir une entreprise qui donne un sens à leur vie. Les entreprises peuvent le faire dans le cadre de leurs activités commerciales, mais elles peuvent également aider les communautés locales à progresser. Et c'est précisément le rôle des grandes entreprises comme Sodexo. Et puis, elles sont nombreuses, ces organisations dans le monde, à jouer ce rôle. Et pour que nous parvenions à attirer et à garder ces millénials, eh bien, il faut leur proposer plus qu'un emploi. Il faut leur proposer quelque chose qui leur parle et qui corresponde à leur qualité, qui leur donne d'autres perspectives. Mais je reste par ailleurs convaincu qu'il y a bien des pays dans le monde où ces millénials n'ont aucune chance parce qu'ils n'ont pas aucune perspective d'avenir par manque d'éducation. Et je crois que ce qui manque le plus dans notre monde, c'est l'éducation. Il faut renforcer, améliorer l'éducation. Pensons aux femmes, notamment dans bien des pays. Là, je crois que véritablement, il nous reste des progrès énormes à faire, des investissements énormes à faire dans ce domaine de l'éducation. Voilà, je crois que le moment est venu pour la salle de poser des questions. Il y a une question ici. Merci de bien vouloir donner un micro à la personne qui souhaite poser une question. Merci de vous présenter. Vous avez sûrement une question qui s'adresse à l'un des orateurs ou aux 4 orateurs. Oui. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais poser une question, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est dangereux? Très dangereux. Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste une poule avec son œuf. C'est un peu dangereux, cette poule, non, pour moi? Et un œuf. Une poule et un œuf. Très bien. Alors pourquoi est-ce que je vous présente cette poule et cet œuf? Eh bien, parce que vous parlez de confiance et de méfiance. Et le problème de la confiance et de la méfiance, c'est que jusqu'à maintenant, ça n'a été que la conséquence des problèmes de nos sociétés parce que personne n'a réussi à mesurer cette confiance. Donc, tant que ça reste quelque chose de vague, personne ne peut rien y faire. Et une fois qu'on aura commencé à y faire quelque chose, eh bien, ce sera trop tard. Maintenant, on peut mesurer la confiance et les facteurs qui affectent la confiance ou la méfiance dans nos sociétés. Ce sont les grandes entreprises, la gouvernance publique, mauvaise gouvernance publique, etc. Et c'est la méfiance qui est la cause des problèmes. Dès que ça commence à être la cause, eh bien, on peut agir sur la cause et non pas sur les conséquences. Voilà, c'est juste un commentaire que je voulais faire en passant. Et je ne sais pas si dans vos domaines respectifs, vous avez réfléchi à cette question de la confiance ou la méfiance comme cause ou comme conséquence. Donc l'œuf ou la poule? Alors, qui est l'œuf et qui est la poule? Je ne sais pas. Bon, je vais essayer de répondre de mon point de vue en tout cas. Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'au cœur de la réussite d'Airbnb, il y a le fait qu'il y a tous ces gens qui voyagent dans des centaines de villes et provenant de centaines de pays. Et donc, on a tous ces gens qui se déplacent partout dans le monde. Et en fait, si on a réussi à mettre en place ces systèmes de confiance, c'est parce qu'il y a un système de notation entre les différents hôtes. Et pour rester sur la plateforme, eh bien, il faut avoir une note qui est de 4 ou 5 étoiles. Ça va jusqu'à 5. Parce que si tel n'est pas le cas, eh bien, les gens ne vont pas vous inviter comme
hôtes et vous n'allez pas pouvoir rester chez eux comme invité. Donc, c'est tout à fait exact. J'ai voyagé dans les hôtels pendant bien des années, avec des hôtels qui sont formidables, qui ont connu une période extraordinaire. Maintenant que je vais à l'hôtel, eh bien, je ne veux pas faire... je voulais pas faire mon lit, j'avais pas à faire mon lit. Alors que maintenant, lorsque je reste chez quelqu'un, eh bien, je dois faire mon lit. Je comprends tout simplement. Si c'est le cas, c'est parce que j'habite chez quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je voudrais que les gens fassent s'ils venaient chez moi. Donc on utilise cette plateforme et on essaie de renforcer ce concept de contrat social dont on parlait tout à l'heure, le fait de venir, la philoxénie, le fait d'avoir peur d'aimer faire venir un étranger chez soi. Et en général, ça se fait sur la base de recommandations d'un ami ou d'un membre de sa famille. Donc on travaille sur cette question de la confiance de façon positive, affirmative, et on pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements à en tirer pour la société au sens large. Mais nous ne réussissons que parce que nous sommes une plateforme qui inspire la confiance. Et notre plateforme inspire la confiance, donc elle monte en puissance alors que les autres ont tendance à baisser parce qu'elle n'inspire pas la confiance, justement. Où j'aimerais réagir. Je ne sais toujours pas si c'est l'œuf ou la poule, difficile de répondre. Mais en tout cas, dans le cas d'Amnesty International, je crois que les auteurs de violations des droits de l'homme, entreprises, pays ou autres, eh bien, je crois qu'ils n'ont pas vraiment confiance dans Amnesty International. Parce que nous disons leurs quatre vérités aux gens. Donc, les gens qui sont victimes de ces violations des droits de l'homme ne peuvent pas faire confiance à grand monde, finalement. Donc on a un vrai problème de confiance. Et puis si vous regardez ce baromètre, eh bien, le niveau de confiance dans les organisations de la société civile a baissé par rapport à ce qu'il était auparavant. Mais lorsque l'on mène nos études, on se rend compte que comme Amnesty ne tire pas ses fonds des entreprises ou des autorités publiques, est considérée comme impartiale, eh bien notre notation ou cote de confiance remonte. Donc on a cette société civile. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même tiroir parce qu'il faut quand même faire le distinguo. Écoutez, pour une organisation comme la nôtre, je crois que la réussite d'une société ou d'une entreprise comme la nôtre, c'est l'implication des gens. Et les gens vont s'impliquer s'ils ont confiance. S'ils ont confiance dans la direction suivie par l'organisation, son management, sa déontologie, l'intégrité de l'entreprise. Et au fond, je crois que ce que nous mesurons, c'est l'implication des gens avec nos 420 000 employés et dont plus de 80% d'ailleurs ont confiance en nous. Et s'ils ont confiance en nous, eh bien, ils pourront apporter un service ou un produit de qualité à leurs clients. Et les clients, à leur tour, nous feront confiance. Et je crois vraiment que cette question de la confiance est au cœur de notre activité, qu'elle en est un moteur. Mais je crois que c'est un peu les deux, vous savez. Parce que si les gens ont peur, eh bien, il va y avoir davantage de méfiance. Mais c'est le cas, et ce sera d'autant plus le cas à l'avenir, sauf si l'on partage davantage la prospérité, sauf si l'on veille à avoir une transition juste pour garantir un avenir aux gens, malgré les bouleversements, et en passant d'une économie carbone à une économie verte, parce qu'il y a des impératifs liés au changement climatique. Et c'est la même chose pour les jeunes. Ils auront confiance, ils voient l'avenir, un avenir. La conséquence de la méfiance, il y en a beaucoup. Eh bien, ça a été déjà dit, les gens vont pouvoir descendre dans les rues et faire changer les circonstances. Et donc, nous, notre travail, en grande partie avec la société civile, de faire changer les choses. Mais je crois que il y a aussi cette méfiance, cette défiance de l'autre. Et ça, c'est au cœur de nos sociétés actuellement. Je crois qu'il y a toutes nos communautés dans bien des pays. Bon, le Brexit, c'est un bon exemple, avec des gens qui vont dans la rue et qui sont les uns contre les autres. Il faut rétablir cette cohésion. Donc cause, conséquence, eh bien, en fonction des circonstances, c'est un peu les deux. Mais la confiance, en effet, est essentielle. Sans confiance dans les institutions, dans la démocratie, sans confiance dans ceux qui nous représentent, eh bien, à terme, on
basculera dans une société où il y aura des conflits, des crises qui vont monter en puissance et non pas se calmer. Je continue à tenir ça pendant que les orateurs répondent. C'est parce que ici, ce dont on parle, c'est l'importance du dialogue, l'importance de parler de toutes ces questions. C'est pour cela que je crois qu'il faut en parler de manière ouverte, en espérant trouver une solution plutôt qu'en faisant comme s'il n'y avait pas de solution, justement. Voilà, je vous rends ça. Vous voyez, j'ai pas confiance, donc je les rends. Allez. Institut indien de la finance à Delhi. Je suis professeur. Ces 3 dernières décennies, il y a eu une forte montée du chômage, inégalité de revenus, et puis il y a, j'ai été il y a 3 semaines au FMI à la Banque mondiale pour une réunion, et je crois qu'on a longuement parlé de l'écart entre les sexes en termes de paye, et ça crée une fracture entre les sexes. Face à ce tableau, qu'en est-il de ces dividendes numériques et de cette fracture que l'on voudrait, ou ce clivage que l'on voudrait dépasser? Parce que les gens ne sont pas satisfaits à cause de ces inquiétudes, et que ce soit dans les régions en développement ou ailleurs, ou sur les marchés émergents, eh bien, tout le monde se pose toutes ces questions. Où allons-nous? Où serons-nous demain, étant donné les inégalités et l'augmentation du chômage, étant donné qu'il y a cette inégalité des sexes qui augmente, notamment du fait que l'on en parle de plus en plus dans ces grandes enceintes internationales. Mais je crois que la montée de la misogynie est assez choquante. Je dois dire que moi, je ne pensais jamais qu'en 2017, on aurait une telle fracture entre les sexes. Et je crois que cette question de l'équation des sexes est essentielle. Vous avez tout à fait raison, c'est une question éminemment importante. J'étais à un haut panel des Nations Unies sur les femmes, et il y a 3 choses qui sont importantes pour nous et qui sont une partie de la réponse. D'abord, le fait qu'il faut tous lutter contre la violence contre les femmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas négociable. Un homme, une femme, ou un enfant qui ne fait rien contre la violence contre les femmes doit faire davantage. Donc nous sommes en train de réfléchir aux droits, et nous sommes en train de démontrer que le lieu de travail doit jouer un rôle essentiel en la matière. Il y a la question de la violence à la maison également, avec des protections mises en place pour les femmes considérées, et même chose sur le lieu de travail. Mais cet esprit de générosité dont on parlait tout à l'heure, ça doit être particulièrement important. Deuxièmement, il convient de faire quelque chose pour les écarts de salaire. Et là encore, sauf si vous avez du travail formel, des salaires minimums, de la protection sociale, vous n'arriverez pas à réduire les inégalités en général et pour les femmes en particulier. Donc, je crois que là, ça fait partie de ce partage de la prospérité. Mais ça, ce sont vraiment les éléments clés. Et puis le 3e élément, c'est l'emploi. Si vous regardez les enjeux en termes de chômage, eh bien souvent, les femmes ne sont pas représentées parmi ceux qui sont au chômage dans les chiffres de participation qui recherchent un emploi de simplement parce qu'elles ont renoncé, ces femmes-là. Et on sait que on soutient l'investissement dans l'infrastructure, le G20, etc. Nos recherches montrent que les investissements dans les soins, qui sont au cœur de la reconstruction de nos communautés, permettent de multiplier par 3 le nombre d'emplois. Tout d'abord pour les femmes dans l'économie des soins, en permettant aux femmes de travailler, ce qui est un objectif d'augmentation de 25% d'ici 2025 pour le G20, leur donner davantage de responsabilités dans le domaine des soins. Et puis, c'est également un plus pour les femmes en général. Donc je crois que vraiment il faut faire davantage, et dès lors qu'il y aura une volonté politique, eh bien, on pourra avancer et investir dans ces domaines-là. Stephen Lawrence, qui s'occupe de cette économie miracle, lui promeut le Global Deal, et il s'agit de dialogue social, de se parler, d'échanger, de trouver ensemble des solutions avec les entreprises, avec les employés. C'est ce à quoi nous veillons. Mais dans toutes ces solutions, eh bien, c'est la volonté politique qui fera la différence. Vous venez de Delhi et moi je viens de Bangalore, mais en Inde, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la violence contre les femmes, et je crois que au fond, la question qui se pose, c'est pourquoi les hommes font-ils cela? Parce que je crois qu'au fond, c'est parce qu'ils arrivent
s'en sortir sans être punis. Donc c'est une question d'impunité. Si les femmes vont signaler ces violences à la police pour déposer plainte, eh bien, les policiers s'en occupent très peu. C'est rare qu'ils acceptent ces dépositions. Ce FIR, First Information Report, c'est ce premier rapport que vous devez consigner auprès des autorités policières dès lors qu'il y a eu violence contre les femmes. Donc si vous allez à la police, au commissariat, comme femme, eh bien, il est très difficile pour elle de signaler cette violence. Ça fait partie, parce que c'est souvent une violence, quelque chose de très intime. Et il faut former, il faut reconfigurer, repositionner, si vous voulez, les forces de police pour qu'elles apprennent à mieux réagir à tout cela. Il faut changer les comportements, les attitudes. Donc il y a un travail de fond qui doit être fait. Et l'impunité, je crois vraiment, est au cœur de tout cela. Et si on ne s'en occupe pas au niveau le plus bas, eh bien, ça restera comme ça éternellement. C'est une question des droits de l'homme, point barre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. La violence contre les femmes, ça ne devrait pas exister. Ça existe, malheureusement. Mais sur la première question, j'avais parlé du rôle de ces plateformes numériques qui ont monté, qui sont de plus en plus grandes. Et je parlais du fait que les plateformes numériques devaient prendre leurs responsabilités. Et on ne peut pas simplement dire qu'on est un miroir de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les sociétés. Il faut vraiment travailler avec les autorités publiques, avec des organisations comme Amnesty, entre autres, pour mettre en place des nouvelles politiques pour répondre à ces enjeux, parce que ces plateformes deviennent de plus en plus grandes, et puis il y a un certain nombre de comportements qui sont incontrôlables et qui migrent sur ces plateformes. Donc ces plateformes doivent prendre leurs responsabilités pour faire face à tout cela. Je l'ai dit, je ne veux pas surtout pas dire que Airbnb est formidable et qu'on a toutes les réponses, mais je crois vraiment que, notamment sur cette question économique pour les femmes, eh bien 55% des gens qui gagnent de l'argent sur Airbnb sont des femmes. 10 milliards de dollars depuis la création de la plateforme. Difficile de trouver un secteur de l'économie, sauf quand on est tout en bas de l'échelle, où la majeure partie des recettes sont tirées par les femmes. Donc, nous avons des programmes spécifiques en Inde, d'ailleurs, avec des groupes qui représentent les femmes en Inde et en Afrique également, avec des organisations de femmes, pour apprendre aux femmes à utiliser cette plateforme pour promouvoir l'égalité, les opportunités économiques, notamment avec cette question de l'émancipation qui est au cœur de toute la motivation économique aussi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a toutes les solutions ou qu'on est parfait, mais en tout cas, je suis en train de vous dire que les plateformes permettent de travailler sur toutes ces questions en partenariat avec les entreprises, dont celles qui sont représentées, et les organisations, pardon, dont celles qui sont représentées ici sur cette scène. Eh bien, spécifiquement, nous avons un programme pour lutter contre la violence contre les femmes. En Inde, c'est quelque chose qui existe. En Amérique latine aussi. Il s'agit d'une indépendance économique, éducation, aider les femmes à créer des entreprises. Nous pouvons aider les femmes à créer leur propre entreprise, micro-entreprise, pour qu'elles puissent... on les aide au départ pour qu'elles puissent ensuite grandir, mais formation, sensibilisation, trouver des emplois pour les victimes, ça, ce sont des choses qui se font au niveau local, sur le terrain, et je crois que nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice, notamment des entreprises comme Sodexo. Il y a une autre question, je crois, dans la salle. En fait. Myriam Terev, Compliance Officer, Université Paris-Saclay. J'ai une question à la société Airbnb et après à la société Sodexo. Je vais traduire après en anglais en fait. La première question... Un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. La première question, c'est comment conciliez-vous en fait pour une société du digital, donc du numérique, la protection des droits et libertés fondamentaux avec les exigences et les impératifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en fait. Pour une société comme Airbnb qui travaille sur le numérique, comment faites-vous votre KYC, l'identification du client, même si vous n'êtes pas assujetti au sens du Code monétaire et financier français, en fait, aux obligations en fait, de KYC. Mais est-ce que We have a question. Thank you very much. We have it on the screens. Monsieur Ander, I think you're going to start, huh? I think you...
Thank you for the translation. So I think the question, as I understand it, Alors cette question, c'est en partie sur le blanchiment. Bon, alors tout à l'heure, je parlais de la manière dont fonctionne notre système, j'en ai parlé tout à l'heure, et vous ne pouvez pas rester sur la plateforme pendant très longtemps, sauf si vous continuez à avoir une note de 4 ou 5, ça fait partie de la confiance. Mais au-delà de ça, on a également mis en place un système dans notre plateforme, à commencer par une des vérifications d'identité assez fort pour dire qui vous êtes, expliquer qui vous êtes, que vous reflétez, que vous êtes d'accord avec les comportements qui correspondent à notre plateforme. Nous avons également des algorithmes qui sont utilisés sur la plateforme pour faire ressortir des gens qui pourraient ne pas se comporter de manière acceptable. Et puis, il y a ce que l'on appelle « We accept », c'est-à-dire qu'on a mis en place un impératif qui dit que pour être sur la plateforme, il faut être d'accord. C'est une sorte de contrat social par rapport à votre comportement, à ce que vous allez faire sur cette plateforme. Et puis ensuite, on a des partenariats avec les gouvernements. On a plus de 300 partenariats qui ont été mis en place au cours des 18 derniers mois pour travailler avec les autorités publiques pour, là aussi, veiller à ce qu'il y ait des protections réglementaires et pour répondre aux différentes questions qui se posent par rapport aux différents pays. Et puis, dernière chose par rapport au blanchiment d'argent, eh bien, sur la plateforme Airbnb, qui est un petit peu différente des autres, eh bien, on gère toute la transaction financière. Donc, c'est nous qui recueillons l'argent qui arrive chez nous, ce qui nous permet de mettre en place un certain nombre de protections, notamment par rapport au blanchiment d'argent. Les gens qui souhaitent blanchir de l'argent eh bien, ne vont pas le faire sur Airbnb, tout simplement à cause des systèmes que l'on a mis en place, parce que nous contrôlons, maîtrisons les flux financiers qui passent sur notre site. Il y a une véritable visite par rapport à ce que font les uns et les autres sur le site. Bon, là encore, personne n'est parfait. On essaie constamment d'améliorer le système et d'avoir une longueur d'avance. Mais il y a énormément de données disponibles que nous essayons d'appliquer pour veiller au grain. Merci. Micro pour l'oratrice, ou l'orateur, pardon. Je m'appelle Jared, je travaille pour Westminster. Une question sur les différents groupes. On parle souvent des jeunes et l'impact des techs. Alors, est-ce que l'on a réfléchi au fait que les seniors soient les laissés pour compte? Vous dites que vous êtes la 29e plus vieille personne de votre société, n'est-ce pas? Maintenant, dans la Silicon Valley, par exemple, les entreprises ont des stratégies pour impliquer les uns les autres pour le Brexit, par exemple, pour les faire voter Leave. Donc, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour impliquer davantage les personnes âgées? Oui, je vous en prie. Oui, c'est une excellente question, non seulement pour les techs, mais également pour la société dans son ensemble. Je crois qu'il y a énormément de transitions que nous connaissons lorsque les gens perdent leur emploi ou voient les opportunités économiques disparaître alors qu'ils atteignent 40, 50 ans, que sais-je. La question est de savoir comment retourner sur le marché du travail, comment retrouver un emploi, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux, etc. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment, dans la pratique. Parce que lorsque vous avez une cinquantaine d'années, que vous avez passé votre vie à travailler à la chaîne, eh bien, il va être très difficile de vous reconvertir dans un autre domaine parce que, évidemment, vous avez une éducation qui est probablement limitée. Je crois quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui se font et je crois que l'éducation est au cœur de tout cela. Il y a bien des endroits dans le monde, y compris aux États-Unis, où l'éducation repose sur une ère industrielle, même si le fait qu'on vous laisse partir en vacances l'été, ça correspond en fait à cette organisation du travail. Même chose pour la journée d'école qui correspond à cette organisation ou industrielle. Donc à un moment donné, je crois qu'il va falloir réorganiser les choses, il va falloir apporter un certain nombre de protections aux salariés. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse au nombre d'heures que l'on travaille pendant la semaine et au nombre d'heures que l'on consacre à la formation toutes les semaines également. C'est particulièrement important ça pour les emplois de demain. Il y a des entités dans la Silicon Valley et la City par exemple qui fournissent des éducations en ligne.
avec AT&T, l'entreprise de télécom aux États-Unis, qui travaille avec Audacity et Georgia Tech pour créer un programme pour ses employés qui, pendant qu'ils travaillent, puissent suivre une formation pour renforcer leur niveau de formation, d'éducation, pour leur donner l'opportunité d'avoir accès à d'autres emplois. Ça, c'était un bon exemple de ce qu'on a pu faire pour aider ces gens à se former davantage. Sur nos plateformes, à proprement parler, je vous ai dit que 60% de nos voyageurs étaient des millénials et 55% des gens qui sont hôtes sont des femmes. Et maintenant, de plus en plus, on a des femmes qui sont des seniors qui se lancent, tout simplement parce qu'elles cherchent à compléter leurs revenus et à un moment, au moment où les coûts augmentent, alors que leurs enfants sont partis pour vivre ailleurs, et bien elles ont de l'espace chez elles et elles peuvent à ce moment-là recevoir des gens. Et ça leur permet également de maintenir ce lien social avec les gens qui voyagent. Donc ça, c'est notre petite contribution. Mais je crois qu'à terme, la question, c'est que l'éducation, c'est le passeport des opportunités économiques. Il faut voir comment fonctionnent les choses sur le plus long terme. Quel est votre point de vue là-dessus, Monsieur Lambel? Vous savez, c'est une excellente question que je vous remercie d'avoir posée et je crois que toutes les entreprises sont concernées. Nous devons veiller à ce que les anciennes générations puissent travailler ensemble et au cours des 10 prochaines années, eh bien, je crois que nous aurons 4 générations qui travailleront ensemble et chacune de ces générations peut apporter sa propre contribution. Et la difficulté pour une entreprise comme Sodexo, c'est de savoir comment maintenir ce niveau d'expertise nécessaire à tous les niveaux, dans tous les domaines. Est-ce qu'on le fait via l'éducation? Est-ce que l'on continue d'aider les gens à apprendre davantage pour pouvoir accepter de nouveaux emplois? Et je crois que dans cette dynamique, on s'en rend compte, il y a un véritable enthousiasme des différentes générations qui souhaitent apprendre l'une de l'autre. Et je crois que les entreprises doivent en tenir compte, voire le promouvoir. Je vais poser ni plus ni moins la même question parce que le temps nous est compté. Alors c'est la question que je vous avais posée à l'ouverture. Donc c'est votre second vote. Merci de bien vouloir reprendre vos dispositifs de vote. Qui peut faire le plus pour faire face à ces clivages croissants dans nos sociétés? Les autorités publiques, les entreprises, la société civile, les syndicats ou les médias? Alors, voyons si 90 minutes plus tard, les choses ont changé. C'est peut-être un peu court, 90 minutes. Donc, État, entreprise, société civile, syndicats, médias. Tout à l'heure, on nous avait dit que c'était les États qui pouvaient faire le plus. Alors, les résultats devraient apparaître à l'écran dans un instant. Les voici. Ah, voilà. Donc, les États, 40%. Je crois qu'on était à 46 tout à l'heure, si je ne m'abuse. Bon, c'est pas mal. Visiblement, on a réussi à influencer les votes. C'est notre petite contribution. Merci en tout cas aux différents orateurs. C'était un panel très intéressant. Je vous remercie tous et toutes. Il ne nous reste plus de temps, évidemment, malheureusement. Mais merci de votre participation. Je crois qu'il était très important que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces thèmes aujourd'hui. Merci.
Oh, yes, 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 Cardin's a good man. Yes, yes, he calls himself the farmer.